Il y a 10 garçons qui sont arrivés dans la chambre et ça a été un moment extrêmement difficile. Je suis née d'une mère qui n'était pas prête pour avoir des enfants. Elle a essayé d'avorter 2 fois, puis elle m'a laissée à la maternité. Quand j'ai été adoptée à 3 ans, j'en étais déjà à ma 5e maison. J'ai revu ma mère à ce moment-là, elle est revenue à ce moment-là. Je vivais dans une ferme au milieu des champs, au milieu des vaches, et j'avais une vie paisible, calme. Mais derrière, dans la grange, de temps en temps, il y a le grand-père qui profitait de... J'ai eu la première approche sexuelle, j'avais 6-7 ans. Et bien sûr, j'avais pas les moyens de parler, la peur de parler, jusqu'à ce qu'un jour, ma mère me fasse kidnapper. Et je suis arrivée au Mans, dans un HLM, dans une famille de paysans bretons. C'était le contexte familial de ma mère. Quand je suis arrivée au Mans, le contraste était violent. Je quittais la ferme, la nature, les grands espaces, la campagne, et je me retrouvais dans un HLM, dans un 3 pièces où on vivait à 15, où on partageait le même lit. J'ai connu aussi au Mans mes premiers enfermements, mes premières punitions très violentes. La grand-mère ne savait pas comment faire avec moi, donc j'ai connu la brutalité et la violence. C'est que j'étais en résistance, que j'étais pas bien dans cet environnement-là. Je pense que j'étais une gamine insupportable. Et donc le dressage a commencé, mais que le dressage, personne ne savait comprendre une petite fille en souffrance. Personne ne voyait ça comme de la souffrance. Il fallait me dresser, me faire rentrer dans un moule que je n'acceptais pas. Après, quand j'ai été retirée de chez ma mère, j'ai été placée dans un pensionnat mixte. J'avais 9 ans. J'avais des garçons qui avaient 14, 15, 16 ans. Et là, ben oui, quelquefois, je me suis retrouvée à genoux dans la braguette d'un garçon, quoi. C'était toujours le même. J'étais sa victime, j'étais sa victime préférée. Enfin, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais je ne le savais pas. Je pesais 30 kilos, il en pesait 60, donc c'était pas négociable. Et ça a duré pendant trop longtemps. Je n'avais pas les moyens de dire. Puis certainement que j'avais peur de dire. J'avais peur des représailles, donc je ne disais rien. Et quelqu'un de la cantine a vu ce qui se passait et a dénoncé. J'ai pensé que ça allait me libérer, parce que j'essayais de fuir ce garçon, mais bon, je suis dans un univers clos, censé me protéger. Mais non, l'histoire s'est pas racontée comme ça. C'est moi qui ai été renvoyée, et c'est là où j'ai eu l'étiquette sur mon dossier, fille déviante, fille vicieuse, la placer dans un pensionnat exclusivement de filles. Je vous rappelle que j'avais 9 ans. J'ai jamais su me protéger. J'ai été quand même livrée à moi-même beaucoup, tout le temps, de la petite enfance jusqu'à assez tard. Et ensuite, j'ai été transférée à 14 ans, au Bon Pasteur de Toulouse, où là, c'est pareil, je repars dans la violence extrême. Le Bon Pasteur, c'est vraiment un centre répressif clos, c'est un ancien couvent, avec des religieuses intégristes, on pourrait le dire comme ça aujourd'hui. Il y avait des murs avec des tessons de bouteilles qui couvraient toute la hauteur des murs. Pour s'échapper, c'était vraiment... Il y avait 2 options, c'est prendre le risque de se blesser. L'autre option, pour certaines filles, c'était le suicide, et il y en a eu. On était toutes des filles, soi-disant, déviantes et vicieuses. Pour le dire autrement, on était toutes des filles qui avaient subi des agressions sexuelles, qui avaient subi l'inceste, qui avaient subi toute forme de violence et qui avaient essayé d'échapper à cette violence. Des filles qui avaient fugué, des filles à redresser. Moi aussi, j'ai essayé de parler, mais... vous renoncez vite parce que personne ne vous écoute, personne ne vous croit, parce que c'est insupportable, c'est intolérable, ça dérange. Alors, les filles qui dérangent, eh bien, on les enferme, on les cache, on les sort de la société. C'est une maison de redressement, on est là pour être redressé, pour être corrigé. Il y a d'abord un endoctrinement religieux, les matinées sont consacrées à nous dire qu'on est des mauvaises filles et qu'il n'y a que notre âme à sauver. Et ensuite, comme on ne vaut rien, qu'on est destiné à rien, donc on fait toutes les tâches les plus humiliantes, parce que on brossait les sols à genoux par terre, alors qu'il y avait quand même le balai-brosse. Je vous parle des années 70, pas des années 20. Quand on rentre, on sort à 18 ans. Quel que soit l'âge à laquelle on rentre, de toute façon, en prison, il y a un numéro d'écrou avec une date d'entrée, mais là, il y avait une date d'entrée, mais pas la date de sortie, c'est la majorité. C'était l'antichambre de la prison, avec beaucoup de violences verbales, beaucoup d'humiliations, beaucoup de privations, beaucoup de chambres d'isolement, beaucoup de punitions collectives. Ce n'était que répressif, on ne parlait pas d'éducation. La société, à l'époque, était très catholique, très moralisatrice. On enfermait toutes les filles qui dérangent. Enfin, il y avait le corps de la femme était presque un danger public, quoi, et créait le désordre dans la société. Quand je suis sortie de là, j'avais intégré
que j'étais une mauvaise fille, que j'étais différente des autres, que je méritais d'être enfermée. Je n'avais appris que l'obéissance, la soumission, l'effacement de soi. J'ai 18 ans, je sors du Bon Pasteur, je crois que je suis libre, sauf que cette liberté, elle n'a pas duré longtemps. J'ai couru le quartier pour essayer de trouver un restaurant qui m'engage comme serveuse, mais ce que j'avais pas identifié, c'est qu'au sortir du Bon Pasteur, j'avais été repérée par des mauvais garçons. Donc, quand je travaillais au restaurant, j'ai rencontré un garçon. Je croyais que c'était une histoire d'amour qui commençait. Je savais que la seule valeur que j'avais, c'était mon corps, puisque tout le reste ne valait rien. Donc, j'ai accepté de donner mon corps pour avoir un peu de tendresse, un peu d'affection, dont j'ai manqué pendant toute mon enfance. Puis très vite, ça tourne mal, parce que là, lui, il n'est pas là pour m'aimer. Il est là pour me broyer, pour me détruire. Je crois que j'accepte d'aller dans une chambre. J'appréhende un peu parce que c'est pas facile quand même de faire l'amour la première fois avec quelqu'un. Sauf que très vite, il y a 10 garçons qui sont arrivés dans la chambre. Et ça a été un moment extrêmement difficile. Quand ça ne les amusait plus, ils m'ont jeté dehors avec mes vêtements. J'étais humiliée. J'ai pleuré, puis j'ai marché. J'étais prendre une douche. Puis la vie repart parce qu'il faut bien qu'elle reparte. Quand j'étais dans Toulouse, je voyais bien que les serveuses qui étaient avec moi ne subissaient pas les violences que je subissais. Je ne savais pas pourquoi c'était moi. Je pensais que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Je pensais que j'étais pas capable de détecter qui était dangereux pour moi. Je pensais que ça venait de moi. Et j'en parlais pas puisque c'était de ma faute et que j'étais habitée par la honte. Donc il y a un moment où on m'a séquestrée. Des garçons passaient, me violaient tous les jours, me donnaient un morceau de pain. Ils refermaient la porte. Et puis un jour, ils sont venus me chercher, me libérer, ils m'ont emmené déjeuner. Pendant ce rendez-vous, pendant le déjeuner, je comprends que je suis l'objet de la vente. On me dit clairement que je vais partir en bateau à Tanger. Des fois, ça parlait en français, des fois, ça parlait en arabe. J'étais qu'une marchandise. Je ne m'appartenais plus. Je suis allée aux toilettes, il y avait une lucarne dans les toilettes. Je ne pouvais pas rater l'opportunité de me sauver. C'est à ce moment-là où j'ai forgé l'idée de fuir de Toulouse. Et je me suis dit que Paris, ça pouvait pas être pire que Toulouse. J'ai quitté la ville, j'ai fait du stop. Le fait de penser qu'il y a toujours un mieux quelque part me portait. La problématique, c'est d'accepter une main tendue, de faire confiance à quelqu'un quand tout le monde vous a trahi tout le temps. Ce qui m'a sauvée, c'est d'accepter encore des mains tendues. La dernière voiture qui m'a pris, lui, il allait pas à Paris, il allait à Fontainebleau. Il m'a hébergé, il m'a aidé. Je voulais travailler. Je rêvais d'être infirmière et ce garçon, non seulement il m'a hébergée, il m'a donné une chambre, il m'a pris en charge, mais en plus, il m'a fait rentrer à l'hôpital de Fontainebleau. À l'hôpital, comme il me manquait l'éducation, donc il y a un moment où je me suis fait renvoyer. Puis après, là, je suis effectivement venue à Paris. J'ai travaillé comme hôtesse. Et puis très vite, ça me suffisait pas pour remplir mon frigo et payer mon loyer. C'était quand même un peu juste. Donc il fallait que je trouve autre chose. Et quand je travaillais à l'hôpital de Fontainebleau, j'ai vu un jour un tournage au château. J'ai discuté avec les figurants. J'ai découvert tout un univers que je connaissais vraiment pas, j'étais même jamais allée au cinéma. Quand je faisais travailler toutes ces hôtesses, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi elles pourraient pas aussi enfiler les jolies robes et faire de la figuration dans des films? Et j'ai fait le porte-à-porte des productions. On est en 1980, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, vous le rencontrez. Tout était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Donc tout allait bien. Je travaille dans le cinéma et j'ai rencontré un régisseur, Histoire d'amour. Et sans doute qu'il me restait des vieux trucs pas réglés, pas gérés. Moi, j'étais en pleine ascension dans le cinéma. Je faisais des films, des grands films. Et lui, il travaillait de moins en moins. Il le vivait mal. Il est tombé dans l'alcoolisme. Il est devenu violent. Sauf que quand il est tombé dans l'alcoolisme et qu'il est devenu violent, moi, je venais d'avoir un enfant. Je voulais rester, je voulais tenir parce que pour moi, je voulais construire une vie de famille. Je voulais une stabilité pour cet enfant. Mais sauf que le jour où il m'a abattue, j'avais pas fui tout ce que j'ai fait tout le chemin que j'avais fait pour retrouver sur un bourgeois qui me frappe. Je suis partie dans la seconde où ça s'est passé. Et ça ne s'est jamais reproduit de ma vie. Après, j'ai rencontré quelqu'un de très bien. Et j'ai eu deux autres enfants avec lui. Et là, ça fait quand même 35 ans que j'ai eu une vie en bonne harmonie et totalement paisible. Mes enfants savaient que j'avais eu une vie difficile parce que au niveau de ma manière d'exprimer mon affection, j'étais maladroite avec la tendresse. Je les protégeais, mais à ma manière, mais pas tant que ça non plus. Mes enfants tombaient, je les laissais se ramasser tout seuls parce que je sais qu'on se ramasse. J'ai eu peur pour ma fille, avoir une fille. Et voir une fille grandir, avoir une adolescente. J'ai eu peur du viol pour elle. J'ai eu peur d'être violente sur mes enfants.
J'ai eu peur de perdre le contrôle de moi. J'ai eu peur de faire du mal à mes enfants. Comment j'ai fait pour éduquer mes enfants, mes garçons, pour qu'ils ne soient pas violents? Ben déjà, j'étais pas toute seule. J'étais mariée avec un homme qui est calme, posé, paisible. Et la violence physique, elle a été remplacée par l'acquisition du verbe quand même. Et je me suis éduquée, je travaillais dans un monde très éduqué, donc j'en ai appris les codes. Je n'ai jamais été violente, moi. J'étais prédestinée pour ça, on m'avait fabriquée pour ça, on m'avait donné tous les moyens de l'être, et je n'ai pas voulu devenir ce qu'on attendait de moi.